Bonjour à tous, aujourd'hui une 14e vidéo sur l'inceste et on va parler des pistes pour s'en sortir, c'est-à-dire comment on peut faire pour s'en sortir, sachant que bah, si vous êtes à la campagne, si vous êtes dans une petite ville, si vous êtes dans une grande ville, bah, la situation n'est pas la même pour vous. Donc je vais vous donner des pistes pour agir au mieux et pour vous donner ce qu'on appelle des ressources. Voilà. Alors, la première chose que je peux vous conseiller pour vous aider à vous en sortir et à guérir les blessures de l'inceste, la première chose que je vous conseille, c'est de voir autour de vous s'il y a des associations de victimes. Donc en France, l'association la plus connue, c'est l'association Face à l'inceste, qui avait été créée par Isabelle Aubry. À l'époque, ça s'appelait AIVI, Association internationale des victimes d'inceste. Ils sont basés à Paris. C'est une association qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience. Donc ils ont un site internet. Dessus, il y a des ressources, il y a des noms de praticiens, il y a des témoignages, des partages d'expériences. Donc déjà, vous pouvez regarder sur le site Face à l'inceste. Ensuite, vous avez une deuxième association qui est connue, qui s'appelle SOS Inceste, dont je fais partie. Je suis rattaché à SOS Inceste Grenoble, tout simplement parce que, en fait, ça a été fondé par Madame Thomas, Eva Thomas. Elle est une des fondatrices de l'association SOS Inceste. Et si vous regardez en fait sur le site de l'INA, vous verrez que ça a été la première personne à parler, Eva Thomas a été la première personne à parler de l'inceste dans les années 80, dans une émission qui à l'époque s'appelait Les dossiers de l'écran. Voilà, donc vous pourrez voir à l'époque elle a été la première à oser parler à la télé de l'inceste en France. Et vous verrez les réactions à l'époque, on mesure l'ampleur du déni. Alors que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, dans les années 80. Ensuite, ce que vous pouvez faire, alors donc voilà, je vous ai donné deux noms d'associations. L'association SOS Inceste, par exemple, à Grenoble, c'est eux qui ont fourni l'outil du violentomètre, là dont je vous ai parlé. Et en fait, tous les mois, ils font une newsletter et vous avez des contacts, ils proposent des activités si vous êtes du côté de Grenoble ou dans les Alpes. Ensuite, vous avez une association qui est là, pas une association de victimes, mais une association de survivants de l'inceste qui s'appelle SIA. Donc les survivants de l'inceste, ce sont des groupes de parole gratuits entre survivants de l'inceste. Donc en fait, ça vient des groupes de parole des alcooliques anonymes. Et en fait, ils se sont aperçus au début, les alcooliques anonymes, qu'il y avait des victimes d'inceste, qu'il y avait d'autres problématiques quand ils parlaient de l'alcool, derrière le problème de l'alcool. Et donc en fait, c'est des sous-branches. Et donc, mais ça part du même principe qu'il y a un programme en 12 étapes. Donc les survivants de l'inceste, c'est intéressant parce que déjà, vous allez rencontrer des gens qui ont de l'expérience. Déjà des gens qui ont un parcours thérapeutique, donc ça peut aider à sortir ce qu'on appelle l'errance thérapeutique. Ça va vous permettre de faire la différence entre les bonnes solutions et les mauvaises solutions. Et puis aussi, c'est gratuit. Et puis vous avez aussi une source d'information qui est très intéressante. Je regarde mes notes, qui s'appelle la littérature SIA. Donc la littérature SIA, c'est en fait une compilation de documents qui ont été écrits, de documents qui ont été traduits, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été traduites et qui viennent des États-Unis, parce qu'ils étaient en avance là-dessus, sur tout ce qui est stress disorder, trauma, etc. Et donc vous avez dans la littérature SIA, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc je vous conseille aussi si vous pouvez mettre la main sur la littérature SIA, c'est important. Ensuite, par rapport à ça, je vais vous conseiller ce que le docteur Muriel Salmona appelle la psychoéducation. La psychoéducation, c'est apprendre les bases de la gestion du stress, des émotions, etc. Par exemple, grâce à la psychoéducation, vous pouvez comprendre que il y a des techniques et des applications telles que Respirelax, Petit Bambou, pour calmer l'amygdale, pour apaiser les peurs, etc. Donc, si par exemple, donc ça, c'est des outils. Et grâce à la psychoéducation, en fait, vous pouvez apprendre pas mal de choses. Donc, Muriel Salmona, elle dit que la psychoéducation représente 50% du chemin.
et je partage son point de vue, c'est-à-dire une fois que vous avez les outils, les capacités et les ressources pour mieux gérer le stress, les émotions, etc., ça va mieux. Euh, et puis il y a des applications qui permettent déjà d'être mieux dans sa peau, de baisser la pression, de baisser le stress et de prendre son temps pour aller mieux et pour se remettre en route, faire sa thérapie, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que après l'inceste, il ne faut pas se dire qu'on va faire 3 séances de thérapie, ça prend un certain temps. Voilà. Ne serait-ce que pour faire confiance au thérapeute. Alors, par rapport à ça et par rapport au choix du thérapeute, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la psychologie a évolué. J'ai parlé du scandale de l'affaire Freud. Donc et en fait, il faut faire la différence entre tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient et tout ce qui va être de la prise de conscience. Donc en fait, par rapport à ça, il faut faire la différence entre les méthodes qui parlaient pas des abus sexuels, qui parlaient pas de la dissociation, qui parlaient pas de la compulsion, qui parlaient pas de l'amnésie traumatique, et puis les nouvelles techniques qu'on appelle les techniques du psychotrauma. Donc dans les techniques du psychotrauma, vous avez le MDR qui fonctionne, mais le MDR, en fait, fonctionne bien si vous avez des bases en gestion des émotions. Donc, en fait, il faut connaître par rapport à ça la colère, la peur, la tristesse, et il faut apprendre à ce qu'on appelle les 5 étapes de la digestion émotionnelle de la douleur pour l'intégrer dans la pratique de l'EMDR. Mais l'EMDR fait du bien parce qu'en fait, le problème, c'est le figement et la répression des émotions, c'est le stress encaissé. Et en fait, ce qui va faire du bien, c'est de remettre en mouvement la vie. Et donc le M de EMDR veut dire mouvement. Donc en fait, le mouvement, ça passe par le corps, mais il faut qu'il y ait aussi, au niveau psychocorporel, il faut qu'il y ait une libération des émotions. Le problème, c'est que les gens soit connaissent pas les émotions, soit ont peur des émotions. Ils ont peur d'être submergés par la tristesse, ils ont peur de devenir violents avec la colère, et donc il y a des blocages. En plus, il peut y avoir de la honte, de la culpabilité qui inverse les processus, qui bloquent le processus, etc. Par rapport à la psychoéducation, vous pouvez regarder gratuitement sur mon site myhappypower.fr dans méthode les vidéos faciles. Elles sont gratuites, j'essaie d'en parler de façon simple et vous pouvez apprendre en fait à la fois le fonctionnement du cerveau des émotions, comprendre le stress disorder et puis dans les 16 vidéos de base, vous avez de quoi comprendre à la fois les bases en gestion des émotions et puis en digestion émotionnelle de la douleur. Alors, il y a aussi sur myhappypower.fr, dans Dessine-moi le bonheur, vous verrez, il y a des PDF qui sont très intéressants. Vous avez un PDF qui s'appelle la digestion émotionnelle de la douleur, vous avez un PDF sur l'inceste, vous avez aussi un PDF sur la boulimie si vous souffrez de troubles alimentaires. Là, il y a une petite participation aux frais. Avant, c'était gratuit, mais les gens téléchargeaient pas non plus. Et donc, en fait, comme moi, c'est des sites que je dois payer, j'ai un webmaster, etc. Je dois payer ce qu'on appelle les frais d'hébergement. Donc maintenant, il y a une petite participation aux frais de 2 euros. Mais le contenu est intéressant. Dedans, vous avez la gestion du stress, la gestion des besoins, la gestion des émotions, la gestion des relations. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez des PDF sur l'inceste et puis sur la digestion émotionnelle de la douleur. Voilà. Par rapport aux troubles alimentaires, je vous rappelle que moi j'ai écrit des livres là-dessus. Par rapport à ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Natacha et le mystère du chocolat. Dedans, vous avez un exemple de cas pratique en thérapie et ça vous permet d'avoir je donne des noms de documentaires à voir, des références. Donc il y a pas mal de choses dedans qui sont intéressantes pour comprendre le travail à faire si vous souffrez de troubles alimentaires. Et puis j'ai aussi, je faisais partie des programmes en 12 étapes des survivants de l'inceste anonyme. Et en fait, en y participant, je me suis aperçu que ça manquait de connaissances en gestion du stress, des émotions, des besoins, des relations. Et donc, j'ai écrit un livre qui peut être complémentaire, qui s'appelle Le programme en 7 étapes. Et dedans, vous avez en fait, c'est un guide, j'ai appelé ça un guide pratique en digestion émotionnelle de la douleur et en transformation personnelle. Donc, c'est pas à faire seul. Ça peut être un complément pour une thérapie parce que ça remue, je vais dire ça comme ça.
Donc vous pouvez le faire en complément d'une thérapie. Dedans, il y a des exercices de lettres où vous pouvez faire le travail émotionnel, mais je vous conseille, il ne faut pas le faire seul, quoi. Voilà. Dedans, c'est précisé. Et il ne faut pas le faire aussi si vous êtes dans une période trop difficile, parce que ça, si vous êtes déjà mal, je vous invite à aller voir un médecin. Alors ça, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Il faut aussi avoir l'humilité, si ça va pas, de reconnaître que votre cerveau, en fait, il est en dépression. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter dans les périodes difficiles à aller voir un médecin, à prendre des médicaments pour rebooster le cerveau et puis être en capacité de pouvoir faire une thérapie, de travailler normalement, etc., quoi. Voilà, donc ne croyez pas que il y a que du mauvais, il y a que du mauvais avec les médicaments. Des fois, c'est utile et ça permet d'éviter les bêtises, les addictions, le suicide, etc. Voilà. Et sinon, voilà. Pour info, je fais des rendez-vous en visio. Je travaille en visio avec pas mal de gens, en France et à l'étranger. Ça peut être aussi intéressant, voilà, si vous êtes à la campagne, que vous savez pas quoi faire, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin-là. Ça, plus de la visio, c'est déjà pas mal. Et on peut faire en visio, on peut faire de l'EMDR, à la fois au niveau des yeux, mais aussi au niveau kinesthésique. Alors, on peut pas utiliser le casque auditif, puisqu'aujourd'hui, en fait, les machines de l'EMDR, vous avez le visuel qui travaille, l'auditif et puis le kinesthésique. Mais en fait, on peut déjà faire des choses. Le plus important, c'est le contact avec le thérapeute. Donc, choisissez bien le thérapeute avec qui vous travaillez. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et j'espère que... voilà. J'espère que vous n'avez pas pris ça pour de la pub. Je vais dire ça comme ça parce que je fais ça plutôt pour éviter l'errance thérapeutique. Parce que je mesure la situation dans laquelle on est en termes d'analphabétisme émotionnel et puis d'épidémie en termes d'abus sexuels ou de perversion. Bon courage à tous.